L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence, Monsieur Aleksandar Vučić, président de la République de Serbie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur Aleksandar Vučić, président de la République de Serbie, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur que de m'adresser à vous au nom de la République de Serbie. À cause du temps limité qui m'est imparti, je vous prie de m'excuser si je laisse de côté les formalités, les formules de politesse, les salutations de ceux qui sont présents dans la salle ou absents, et si j'aborde directement ce qui fait que nous sommes réunis ici. Je suis venu entre ces murs tant de fois. La gravité du moment présent m'oblige à adopter un propos dur, mais vrai. Tout ce que nous faisons ici aujourd'hui semble placé sous le signe de l'impuissance, du vague. Nos mots sonnent creux. Il s'agit d'un écho sans fond. Si l'on compare à la réalité à laquelle nous sommes confrontés, la réalité est telle que plus personne ne s'écoute ici. Plus personne n'aspire à mettre en place de véritables accords permettant de résoudre les problèmes. Chacun s'occupe de ses propres intérêts, portant souvent atteinte, en cours de route, aux principes du droit international, écartant du revers de la main la Charte des Nations Unies et autres documents fondateurs de cette organisation. Ce n'est guère de la faute d'Antonio Guterres, ni de l'ONU, mais ces puissances qui ne se préoccupent que de leurs propres objectifs politiques, économiques et malheureusement militaires. Nous sommes témoins d'une époque où nous vivons, et qui est marquée par la complexité de la situation géopolitique mondiale. Notre débat général nous permet d'aborder la paix mondiale, sa paix aujourd'hui, dans une mesure que nous n'avons plus connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fondation des Nations Unies. Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés viennent menacer l'architecture internationale en matière de sécurité, mettent à mal l'ordre juridique établi au niveau international. Une époque aussi complexe nécessite beaucoup de sagesse et d'unité pour préserver la paix. Et il s'agit de l'héritage le plus important, inscrit dans les fondations de l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi je voudrais vous adresser la parole très clairement, en évoquant des points très précis et en abordant 5 défis principaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Premièrement, retrouver la paix et préserver la stabilité mondiale. 2. Préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté des États internationalement reconnus, membres de cette organisation, car il s'agit là d'un principe essentiel du droit public international et des relations entre les pays. 3e point, sécurité énergétique en temps de crise mondiale. 4, sécurité financière des plus pauvres et des pays en développement. Et 5, approvisionnement alimentaire en termes de chaîne d'approvisionnement mondiale interrompue par la guerre. L'évolution actuelle de la situation nous rappelle de plus en plus souvent que la résolution pacifique des différends ne saurait être remplacée par quoi que ce soit d'autre. Ce principe est essentiel aujourd'hui plus que jamais. Il est inscrit dans la Charte des Nations Unies, dans son préambule, où il est dit que nous devons à ces fins pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. Ne pas recourir à la force, résoudre les différends de manière pacifique. Voilà les piliers de la stabilité mondiale. Tout cela doit s'accompagner de principes tels que le respect non sélectif de la Charte des Nations Unies, la mise en œuvre des résolutions obligatoires du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'application des principes les plus élémentaires du droit international. Point 2. Préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États internationalement reconnus, membres de cette organisation. La Serbie soutient l'intégrité territoriale de tous les États membres des Nations Unies, ce qui inclut, bien évidemment, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous nous sommes comportés avec responsabilité et sérieux dans le cadre de cette auguste institution. Néanmoins,
Nous avons entendu de la part d'un grand nombre d'intervenants des histoires concernant la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, des histoires d'agression. Beaucoup disent qu'il s'agit du premier conflit sur le sol européen après la Deuxième Guerre mondiale, mais la vérité est que l'intégrité territoriale d'un pays en Europe, de la Serbie en l'occurrence, qui n'a pas attaqué un quelconque autre pays souverain, a fait l'objet d'une violation et elle est passée sous silence. Nous demandons une réponse claire à une question que j'ai posée à beaucoup d'interlocuteurs, leaders d'un grand nombre de pays depuis des années. Quelle est la différence entre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Serbie, qui a subi une violation grossière et pour laquelle vous avez vous-même fourni une reconnaissance internationale et une légitimité internationale? Personne n'a pu répondre à cette question de manière rationnelle. Permettez-moi de vous le rappeler. La Serbie n'a pas foulé le territoire d'un quelconque autre pays. Nous n'avons pas porté atteinte à l'intégrité territoriale d'un seul autre État souverain. Rien qui justifierait une intervention, une agression contre notre pays, la manière qui a pourtant eu lieu en 1999. Néanmoins, cela n'a pas empêché les pays plus riches de l'OTAN d'attaquer un pays souverain sans une décision du Conseil de sécurité des Nations unies. La signature d'un accord avec l'OTAN au moment de la cessation du conflit armé, dont les dispositions envisageaient l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité, sur le numéro 1244, et qui garantissait et confirmait une souveraineté partielle et une intégrité territoriale complète de la Serbie, n'a pas empêché un grand nombre de pays occidentaux de reconnaître de manière unilatérale l'indépendance de ce que l'on appelait le Kosovo et de porter atteinte encore une fois à l'intégrité territoriale de notre pays, ce qui constituait encore une fois une violation de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1244. Voilà qui a fait l'expérience de la Serbie. Et je suis convaincu que je suis, à cet égard, pleinement autorisé à citer, ici et maintenant, les paroles du grand Martin Luther King. Une injustice, où qu'elle soit, menace la justice partout. Ces paroles sonnent comme un rappel, mais elles nous permettent également d'être un signal, elle constitue également un signal d'alerte pour l'ensemble d'entre nous, indépendamment du fait que nous sommes toujours confrontés aux conséquences d'une violation grossière des principes fondamentaux du droit international. Nous ne renonçons pas aux principes fondateurs des Nations Unies. Nous devons continuer à militer pour un respect constant du principe de l'inviolabilité des frontières, pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité de tous les autres États membres des Nations Unies. Malgré cette position qui est la nôtre, beaucoup dans cette salle rencontrent toujours des difficultés à respecter l'intégrité territoriale de la Serbie. Est-ce que vous vous demandez pourquoi? Parce qu'ils sont puissants. Et pour eux, nous sommes petits et faibles. Néanmoins, comme vous avez pu l'entendre, comme vous avez pu le voir, nous avons bel et bien la force de dire la vérité ici. Excellence, nous sommes particulièrement reconnaissants à tous les États membres des Nations Unies qui constituent aujourd'hui une majorité dans cette Assemblée, qui ont soutenu et soutiennent l'intégrité territoriale de la République de Serbie, en particulier l'espace et le territoire de Kosovo et de Metohija. Nous nous sentons particulièrement encouragés par le fait que toute une série de pays qui soutiennent la position de la Serbie ont continué à agir, faisant en sorte que ce nombre de pays devient de plus en plus important. Ils sont plus nombreux depuis les dernières sessions, et c'est une tendance qui s'accentue. C'est un principe, c'est essentiel, car cela rappelle notre loyauté aux principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies, tels que le principe de l'inviolabilité des frontières. La République de Serbie, et moi-même en tant que son président, chercherons patiemment, avec beaucoup de bonne volonté, un compromis concernant le Kosovo et Metohija sous les auspices de l'Union européenne et dans le cadre du dialogue Belgrade-Pristina. C'est un processus difficile qui dure depuis plus de 10 ans, mais nous ne voyons pas d'autres possibilités. Il vaut mieux négocier pendant 100 ans que de faire la guerre une seule journée. J'espère que nous parviendrons à une solution acceptable pour toutes les parties, basée sur le compromis, car c'est là la seule voie à suivre pour atteindre notre objectif, à savoir une paix durable, qui constitue un prérequis pour une vie prospère pour les Serbes et les Albanais de notre région. Nous avons épuisé tous les autres recours, toutes les autres possibilités. Et je le dis pour la Serbie,
Nous n'osons même pas songer à un conflit ou un bain de sang. La région de Balkan ne veut pas d'un autre conflit. Je m'appuie sur la bonne volonté et sur la compréhension de nos partenaires internationaux parce qu'ils savent que certaines des décisions préalables de leur gouvernement n'ont pas été bonnes et n'ont pas œuvré pour un bon avenir de notre région et pour la paix dans le monde. Belgrade gère ce processus dans des circonstances très difficiles, avec un certain nombre d'éléments de guerre hybride et une campagne visant à salir notre pays, parfois menée par la communauté internationale sur différents terrains. Il suffirait de rappeler les allégations résonnant dans les médias internationaux selon lesquelles la Serbie attaquerait ses voisins et la Serbie constituerait une menace pour la stabilité régionale. Bien évidemment, cela ne s'est jamais produit. Cela faisait partie de nombreux mensonges concernant la République de Serbie. La Serbie était considérée comme un facteur de déstabilisation de la région, simplement pour nous empêcher de dire la vérité. Le fait que le principe d'inviolabilité des frontières doit être appliqué à tous de manière égale. Nous avons toujours été et resterons un facteur de stabilité dans toute notre région, malgré un grand nombre de mensonges, de falsifications. Nous soutenons les accords de paix de Dayton, l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine et l'intégrité de la Republika Srpska au sein de la Bosnie-Herzégovine. D'autre part, nous sommes convaincus que les nations des Balkans ont la capacité à continuer à vivre à l'avenir en tant qu'amis et partenaires, avec une vision commune de leur appartenance à une Europe unie. Je le sais bien parce que nous avons déjà surmonté beaucoup d'obstacles qui se dressaient entre nations depuis des années et qui ont coûté des milliers de vies et un avenir gâché. La Serbie et l'Albanie, par exemple, aujourd'hui ont les relations les plus étroites et les plus amicales qui soient depuis des siècles. Siècles d'une longue histoire commune dans l'espace de la péninsule des Balkans. Il a fallu, pour cela, nous lancer dans des discussions réalistes, pragmatiques au sujet de notre avenir et pas seulement au sujet de notre passé. Nous avons réfléchi à la résolution de problèmes qui préoccupaient nos populations, nos entreprises, nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos étudiants. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Nous sommes parvenus nous-mêmes à un grand nombre de solutions et levé beaucoup d'obstacles qui se dressaient entre nous sans raison valable. Le commerce et les flux de population et de capitaux, par exemple. La Serbie, l'Albanie et la Macédoine du Nord ont mis en œuvre depuis 3 ans une initiative pour des Balkans ouverts, pour ouvrir la région, pour permettre la circulation de personnes, de biens, de services, de capitaux, d'entreprises, pour créer un espace qui serait définitivement libéré de tensions et de conflits. Outre son incontestable bénéfice économique commun, cette initiative apporte autre chose. Elle permet de connecter des populations avec différentes cultures, promouvoir la diversité, ce qui contribue très clairement au développement général de la société dans notre partie de l'Europe. Ainsi, la Serbie continue de contribuer très concrètement à la paix, à la stabilité, au processus de réconciliation dans la région, en contribuant de manière significative à la stabilité et à la sécurité mondiale. Nous nous sommes sentis inspirés par les propos de l'un des plus grands diplomates de l'histoire, un grand secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld. Il disait que cette organisation avait été créée non pour mener l'humanité au paradis, mais plutôt pour la sauver de l'enfer. Mesdames et messieurs, quand nous avons réussi à surmonter la pandémie mondiale, nous avons été immédiatement confrontés à d'autres défis sans précédent. En tant qu'humanité, nous avons essayé d'avancer pas à pas, accélérer le développement technologique, répondre aux problèmes existentiels qui nous attendent, tels que la sécurité énergétique, la sécurité financière, pour les pays en développement, mais également les perturbations de chaînes alimentaires et l'accès à des produits alimentaires de base. La solidarité qui a été nécessaire pour lutter contre la pandémie est toujours nécessaire, encore plus aujourd'hui, pour répondre aux besoins les plus fondamentaux des populations en matière d'alimentation et d'énergie. La République de Serbie pense que la sécurité énergétique est une partie intégrante de la sécurité nationale et un prérequis essentiel pour la poursuite du développement économique et du progrès dans notre pays. Nous continuons à chercher à mettre en place une continuité des approvisionnements énergétiques dans notre pays, mais nous partageons la préoccupation d'autres concernant le fait que les défis géopolitiques actuels viendraient saper la stabilité énergétique dans le monde et en Europe. Nous restons engagés à chercher des solutions. Je voudrais souligner que la République de Serbie a réussi à préserver la continuité d'approvisionnement énergétique pendant la crise en cours. Néanmoins, il nous semble vital de diversifier les sources d'approvisionnement et d'investir davantage dans les infrastructures énergétiques, de développer plus vite et plus efficacement
nos capacités en matière d'énergie renouvelable. Une décennie pour un avenir plus durable et plus résilient pour l'action et pour la transformation a été déclarée au sein des Nations Unies. Il faut continuer à agir en ce sens, mais plus vite. Un développement inégal, les risques financiers pour les pays en développement entraînent un certain nombre de risques sociaux, des risques de fragmentation sociale. Cela risque de créer de nouveaux antagonismes. Un développement égalitaire ne doit pas être conditionné par des facteurs géographiques et politiques. Il doit être accessible à toutes les populations, indépendamment de leur appartenance ethnique, raciale, culturelle ou religieuse. Il existe un autre défi très important qui nous attend et que nous devons surmonter ensemble. Il s'agit de trouver la manière la plus efficace pour éviter les conséquences de la crise internationale actuelle sur la sécurité alimentaire mondiale. L'évolution de la situation est très inquiétante et elle concerne tout le monde, sans exception. Nous en subissons tous les conséquences. La sécurité des approvisionnements alimentaires est en péril dans notre partie de l'Europe. Et la situation sur différents continents, notamment en Afrique, risque d'être gravissime. Les prix croissants de l'alimentation, la disponibilité des produits alimentaires deviennent un problème supplémentaire. Nous devons trouver des solutions efficaces et applicables pour que personne ne soit laissé pour compte. Nous devons travailler ensemble, nous atteler à cette tâche noble au niveau national pour préserver ce qui compte le plus, les vies humaines et leur dignité. Le sujet du débat général de cette année nous pousse à nous pencher sur le moment que nous connaissons, sur les liens intrinsèques entre les problèmes internationaux. Les crises auxquelles nous sommes confrontés nous rappellent l'importance d'une communication ouverte. Il est assez facile de comprendre que nous ne pourrons relever les défis qui nous attendent qu'en traitant leurs causes. Nous constatons que tout problème auquel nous sommes confrontés est aggravé en cas de manque de communication entre les pays concernés. La Serbie est convaincue qu'il faut surmonter les défis actuels en évitant d'aggraver les divisions qui existent dans le monde, en évitant la polarisation évidente et intentionnelle au niveau mondial qui doit être remplacée par le multilatéralisme. Je voudrais souligner que ce qui est proposé dans le cadre de notre programme commun, à savoir un multilatéralisme inclusif, en réseau, efficace, est le meilleur outil pour répondre aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Mesdames et messieurs, le multilatéralisme, des mesures collectives, une responsabilité commune sont des éléments irremplaçables de nos discussions. Mais permettez-moi de souligner que le point de départ pour ce dialogue constructif, c'est la solidarité. Enfin, je voudrais réaffirmer que la République de Serbie continuera à être un partenaire fiable dans notre quête notre progression vers les objectifs communs définis dans le cadre des Nations Unies. Nous sommes profondément convaincus qu'il s'agit là de la meilleure voie pour créer le meilleur monde possible pour nous et pour les générations à venir. Nous ne devons pas oublier que les Nations Unies ne sont aussi fortes que les décisions harmonisées communes et les documents de cette organisation. Encore une fois, je voudrais citer quelque chose que nous avons entendu 23 fois jusqu'à maintenant. La seule norme que nous devons appliquer, c'est la Charte des Nations Unies. Tout le monde l'a dit. Et pourtant, en ce qui concerne la République de Serbie, cela ne s'applique pas. 17 de ces 23 mentions correspondaient à des cas où il y avait pourtant une violation du droit international, où il y avait un manque de respect de cette Charte des Nations Unies. J'espère que nous pourrons tous surmonter ensemble ces difficultés pour faire en sorte que les règles et procédures s'appliquent de manière égale à tout le monde, dans le monde entier. Sans cela, nous ne verrons jamais la lumière au bout du tunnel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que nous pourrons surmonter toutes ces difficultés. Longue vie à la Serbie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République de Serbie de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre